Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'y a pas que les trains qui arrivent à l'heure, les capsules spatiales aussi. Thomas Pesquet et ses 3 compagnons astronautes ont atterri comme prévu à 4h33 précises au large de la Floride. Vous le vivez en direct depuis ce matin sur Europe 1. 6 mois passés dans l'espace à bord de la Station Spatiale Internationale. Ça vous marque un homme et ça laisse des traces dans le corps. Il va falloir entamer une longue période de réadaptation et ça se passera au Centre européen des astronautes à Cologne dès ce soir, puisque Thomas Pesquet y est attendu à 21h30. Vous y êtes déjà, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour. Thomas Pesquet vient de passer 6 mois dans l'espace. Ça n'est pas neutre pour le corps humain. Oui, par exemple, le cœur, il a rétréci dans l'espace et il faut éviter de le fatiguer dans les premiers jours sur Terre. Il faut réapprendre à marcher aussi. Après 6 mois sans avoir posé le pied par terre, Thomas Pesquet a les pieds très sensibles, comme des pieds de bébé, me disait un astronaute. Il a aussi des problèmes d'équilibre. Il lui est donc formellement interdit de conduire, par exemple, pendant 3 semaines. Des tests médicaux très variés vont se succéder ici à Cologne dès que Thomas Pesquet arrivera. C'est ce qu'explique Adrianos Golemis, son médecin à l'Agence spatiale européenne. On fait un contrôle des yeux parce qu'il y a des astronautes qui développent en fait des problèmes de la vision après 6 mois ou plus dans l'espace. On les aide en fait pour réadapter le corps à la vie ici, sur notre planète. Et certains examens médicaux sont aussi destinés à préparer les futurs voyages vers la Lune, vers la planète Mars aussi. Les scientifiques cherchent à savoir comment le corps d'un astronaute réagirait et résisterait lors d'un aller-retour sur Mars qui durerait au moins 2 ans. Laure d'Autriche en direct du Centre européen des astronautes de Cologne en Allemagne. La politique, c'est parti à droite. Le premier débat télévisé des Républicains a donné le coup d'envoi hier soir de la bataille pour l'investiture. 5 candidats et 3 heures d'échange plutôt courtois sur le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'international. Que faut-il en retenir, Alexandre Chauveau ? Les 5 candidats LR se sont livrés à un débat exhaustif. Beaucoup de points d'accord sur la diminution de la dette, la réduction, voire l'arrêt de l'immigration ou encore le nucléaire. Mais une méthode qui diffère sur certains points. Valérie Pécresse veut par exemple supprimer 200 000 postes de fonctionnaires dans l'administration, alors que Michel Barnier est plus réticent. Le vrai désaccord a eu lieu sur la proposition de l'ancien commissaire européen d'instaurer un moratoire sur l'immigration. Ni Xavier Bertrand ni Valérie Pécresse ne l'ont approuvé, mettant en avant la difficulté de son application. Bertrand et Pécresse, 2 présidents de région qui ont paru assez unis hier soir face à un Michel Barnier parfois irrité face aux remarques de ses concurrents. Les candidats ont également été interrogés sur la notion de grand remplacement ou sur la position à adopter face à Éric Zemmour. 2 sujets qui ont vu Éric Ciotti se démarquer nettement de ses adversaires avec une ligne plus à droite. Les dirigeants des Républicains salueront sans doute la bonne tenue des échanges, là où certains auraient bien aimé une confrontation plus animée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et les 5 candidats à l'investiture qui ne se quittent plus puisqu'ils se retrouveront aujourd'hui à Colombey-les-Deux-Églises à l'occasion du 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et sur la route de Colombey, Xavier Bertrand fera un créneau tout à l'heure à 8h15 par le studio d'Europe 1. La présidentielle, c'est sur Europe 1. Il sera notre invité jusqu'à 9h, répondra d'abord aux questions de Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté nous rejoindra à partir de 8h30. Pour l'heure, 7h05, ce 9 novembre, c'est également la date choisie par Emmanuel Macron pour s'adresser aux Français. Le président s'exprimera ce soir à 20h à la télévision, édition spéciale sur Europe 1 entre 20h et 21h, décryptage dans la foulée avec la rédaction d'Europe 1. Avant cela, le chef de l'État présidera ce matin un conseil de défense sanitaire pour faire le point sur la situation. Parmi les pistes à l'étude, l'invalidation du pass sanitaire pour les plus de 65 ans qui refuseraient la 3e dose. L'objectif est toujours le même, éviter une 5e vague et la paralysie des hôpitaux. Et dans certains départements comme les Yvelines, on va même plus loin puisque le port du masque est toujours obligatoire à l'extérieur. Thibaut Hu a pu le vérifier dans les rues de Poissy en région parisienne. Reportage. Dans cette rue commerçante du centre-ville, difficile de se reconnaître. Les passants se croisent, tous masqués, une scène qu'ils ne souhaitent pas aux autres Français. Daniel, 60 ans, se promène ici chaque jour, agacé de ne plus pouvoir respirer. Ce qui serait bien, c'est qu'au moins dehors, on soit tranquille, qu'on puisse marcher normalement. Mais là, vraiment, c'est très pénible. Pareil pour Mohamed, 45 ans, selon lui, pas besoin de masque dehors pour se protéger. Au commerce, je comprends, au travail, pareil, ça me dérange pas. On regarde les distances, j'ai 3-4 mètres entre moi et
les d'autres personnes. Mais si on n'a pas le choix, on le porte. C'est comme ça. Mais l'efficacité du masque à l'extérieur reste à prouver, explique l'épidémiologiste Yves Buisson. On n'a pas d'études qui montrent que c'est efficace. Il faut le porter quand on est dans des extérieurs très populeux. Mais sinon, d'une façon générale, le risque de transmission au milieu extérieur est faible, est très faible. Mais on ne peut pas décréter la généralisation du port du masque à l'extérieur. Ce serait une erreur. Pour la préfecture des Yvelines, il s'agit d'une mesure de précaution. Depuis l'arrêté, le taux d'incidence a été divisé par 2 dans le département, mais sans que l'on puisse relier directement ce résultat au port du masque à l'extérieur. Un reportage Thibaut Hu. L'Église paiera pour les agressions et les crimes sexuels commis. Le clergé affirme qu'il indemnisera les milliers de victimes recensées par le rapport Sauvé. Il faut maintenant instruire les demandes des victimes. Le rapport Sauvé en a recensé 330 000, mais depuis sa publication il y a un mois, d'autres se sont manifestés. C'est une spécialiste des droits de l'enfant, Marie Derain de Vaucresson, qui sera chargée de mettre en œuvre ce dispositif. L'Église les indemnisera ensuite sur ses propres deniers. Où va-t-elle trouver cet argent, Virginie Riva ? Oui, le message est clair. L'institution veut réparer elle-même ses torts, mais pour abonder le fonds d'indemnisation des victimes, les diocèses vont devoir aller puiser dans leurs réserves de sécurité. La situation est très différente d'un diocèse à un autre, mais en gros, chacun des 100 diocèses a environ entre 5 à 7 millions de réserves mobilisables, réparties en argent cash à la banque, en obligations ou en biens immobiliers. Il s'agit de terrains, appartements accumulés depuis 120 ans, c'est-à-dire après la loi 1905. Tous les bâtiments ou églises construits avant la loi 1905 sont la propriété de l'État. Mais toutes ces propriétés, dans tous les cas, ne sont pas forcément cessibles. Il faut avoir l'aval des héritiers pour vendre un immeuble donné par exemple à la paroisse qui servira en fait à indemniser des victimes. La grande inconnue pour l'instant, c'est le montant qu'il va falloir rassembler. On ne sait pas à ce jour le nombre de victimes qui vont demander réparation. Mais l'Église, nous dit-on à la conférence des évêques de France, pourra faire face. L'an dernier, elle a ainsi pu puiser dans ses réserves à hauteur de 40 millions à cause de la crise sanitaire. Elle se laisse également la possibilité d'emprunter de l'argent. Explication Virginie Riva. Il y a une centaine de diocèses en France, je viens de vérifier à l'instant. C'est l'autre effet Covid entre le confinement et le pass sanitaire. Les jeunes ont déserté les terrains de sport. Les fédérations rivalisent donc d'ingéniosité pour tenter de les faire revenir. Exemple avec la Fédération française de rugby qui lance cette semaine l'opération Ballon à l'école. L'idée est simple, distribuer 22 000 ballons à ces jeunes licenciés afin qu'ils transmettent le goût du rugby à leurs camarades de cours d'école. Didier Retière, le directeur technique national du rugby. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur en fait que nos joueurs ou nos joueuses qui sont passionnés, qui s'amusent et qui ont envie de partager ça avec leurs meilleurs amis. Et voilà, les enfants qui jouent aujourd'hui à chat, à l'épervier dans les cours de récréation, ils peuvent jouer au rugby à toucher. Ce ballon, c'est un ballon qui a été conçu exprès pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un vrai défi. C'est-à-dire il faut un ballon de rugby qui fasse pas mal, qui risque pas de casser les carreaux de l'école. Les enfants sont évidemment un peu turbulents et on voulait un ballon qui soit étanche mais qui soit mou, avec une enveloppe en PVC, mais à l'intérieur rempli avec une sorte de crin. C'est un ballon vraiment intéressant et que quand les enfants commencent à le toucher et à jouer avec, c'est un peu addictif, quoi. Voilà, Didier Retière, le directeur technique national du rugby, il était au micro d'Axel, mais le ballon est en mousse. Le petit ballon en mousse. Merci Christophe Lamar.